Bonjour, alors l'intérêt de cette petite vidéo, c'est de faire une introduction assez généraliste, mais en même temps percutante, de ce que c'est la psychogénéalogie, de globalement comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça impacte dans nos vies. Et je dissocierai aussi à un moment donné la psychogénéalogie et le transgénérationnel, puisque ce sont deux termes différents. Mais on va aller voir au fur et à mesure. On va reprendre les fondements sur cette petite vidéo, voir un petit peu comment ça fonctionne dans le corps. Et puis ensuite, je vous expliquerai les subtilités et les éléments complémentaires aussi qu'on peut ajouter par la suite comme explication. Alors, pour commencer, la psychogénéalogie et le transgénérationnel, ça va venir travailler sur notre histoire familiale. J'aime beaucoup ce petit dessin que j'ai rajouté dans la slide et j'ai fait le choix aussi de vous rajouter du texte, comme ça si vous voulez pouvoir relire au fur et à mesure, c'est parfois plus facile aussi pour intégrer les informations que l'écoute, ça dépend vraiment des personnes. Donc cette image-là, elle est vraiment très sympa parce qu'elle va nous parler de génétique. C'est-à-dire que vous voyez ce joli tronc qui vient travailler directement sur notre ADN. C'est tout à fait ce qui se passe en fait avec la psychogénéalogie. Donc c'est notre histoire familiale par rapport à notre bien-être émotionnel actuel. Et on va aller voir un petit peu justement quels sont les liens et quelles sont les explorations entre les deux. Alors, si on reprend la base, qu'est-ce que la psychogénéalogie ou le transgénérationnel? J'ai volontairement pas répété à chaque fois les termes, mais l'intérêt est le même. Donc, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est qu'en fait, on va agir dans notre vie avec des schémas comportementaux. On va avoir des émotions, des traumatismes. Et ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir à quel point ils se répètent de génération en génération. Pourquoi? Alors ça, c'est justement tout ce qu'on va essayer d'aller établir par la suite. Ce qui est important à ce stade aussi, c'est d'aller comprendre de quelle génération on va parler. En psychogénéalogie, on va avoir en général deux approches. La première approche est la plus classique, qui va estimer plutôt un travail sur les 3 à 4 générations nous précédents. Donc globalement, nous et nos arrière-grands-parents au plus haut. Dans cette théorie-là, on va estimer que les traumatismes, en fait, se sont écrétés, ceux d'avant. Soit ils ont perduré à partir de la 4e génération avant nous, soit ils se sont achevés. Ça, c'est une théorie sur les fondements classiques. Moi, j'ai aussi été formée à d'autres pratiques, et donc dans les autres pratiques, on peut quand même travailler à remonter à la source entre la 5e et la 8e génération, voire parfois même encore au-delà. Et là, vous allez me dire, oulala, mais alors moi, je ne connais pas du tout l'histoire familiale, mais rassurez-vous, ça c'est la même chose pour tout le monde, et c'est notre travail à nous de thérapeutes de pouvoir justement déceler les informations et pouvoir lire votre inconscient. Et ça, je vais vous en reparler encore après. Donc moi, je suis plutôt sur la deuxième approche, d'aller ouvrir en tout cas le champ de la recherche sur les générations au-delà de la troisième à quatrième. Donc ça m'arrive assez régulièrement en séance en tout cas de remonter à des traumatismes qui se sont perpétués depuis par exemple la sixième ou la septième génération. Donc, quel est l'objectif de la psychogénéalogie? C'est d'aller justement retrouver ces informations-là et donc d'explorer nos racines. Si on reprend l'arbre que je viens de vous montrer, on avait cette épigénétique qui constitue justement notre tronc qui est nous-mêmes, vers nos fleurs pour fleurir dans notre vie, et on a ces racines. Donc, ces racines-là sont vraiment ces héritages familiaux qui viennent nous alimenter au quotidien. Alors, les fondements de la psychogénéalogie. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'en fait, on n'est pas arrivé dans une naissance tout brut et tout neuf. Non, non, au contraire, on a hérité d'un héritage familial et ça va vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. On a plutôt tendance à avoir entendu qu'un bébé, du coup, il est totalement neuf d'émotions. Il va venir justement construire sa vie, mais en fait, non, il va déjà avoir des bagages. Et imaginez quand on parle de 4 à 9 générations, imaginez le nombre de personnes derrière ça. Alors bien entendu, petite parenthèse, on n'hérite pas non plus de la vie de toute cette famille. On va justement avoir besoin de rechercher ce qui nous a impacté nous-mêmes par rapport à l'ancêtre référent. Mais ça, c'est encore aussi un autre sujet. Donc qu'est-ce qu'on hérite? C'est justement ces expériences vécues par nos ancêtres quand elles ont été mal digérées ou inachevées. C'est vraiment les recherches les plus importantes. Pourquoi mal digérer? Un exemple que j'aime bien démontrer, c'est typiquement peut-être l'adultère. On peut avoir dans les familles des adultères qui se sont potentiellement très bien vécus. C'est-à-dire que la personne qui a commis l'adultère ou celle qui l'a subi était en phase avec ça, sans avoir de colère, de haine, de chagrin, etc.
Dans ce cas, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger l'histoire. On peut potentiellement avoir besoin de visualiser l'information. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on n'a pas de traumatisme non digéré par rapport à ça. Ou inachevé dans le sens où j'ai pas eu le temps de finir ce que j'avais à faire, donc je m'en vais de cette terre avec des remords, des regrets, etc. Nous, petit bébé pas tout neuf, on va venir hériter justement de ce qui a été mal digéré par nos ancêtres. Donc ces traumatismes dont on n'a pas parlé, ces choses qui n'ont pas été retravaillées émotionnellement. Il faut quand même se dire aussi que d'une famille aujourd'hui classique où on va discuter émotionnellement beaucoup plus qu'avant, imaginez 5 générations avant à quel point on ne discutait pas. Et ça, je pense que tout le monde a bien cette conscience. Donc, on peut avoir aussi des schémas positifs, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Donc, ça c'est tout un travail aussi qu'on peut faire en psychogénéalogie. On va appeler ça la recherche des ressources et donc récupérer tous les éléments qui sont positifs et qui peuvent nous nourrir, comme la sève d'un arbre qui a besoin de nous nourrir. Et aussi, donc, effectivement, à nouveau rechercher les éléments négatifs. Et c'est ceux-là qui vont influencer nos choix, nos réactions, nos relations, tout ce qui peut se passer dans notre vie inconsciente. Ce qui est très important avec l'inconscient, c'est que c'est l'inconscient qui dirige 90% de notre vie, de nos décisions, de nos situations de vie. Donc tout se passe autour de nous. Comment ça fonctionne? Alors là, on va avoir plusieurs outils. Selon les personnes aussi avec lesquelles on va discuter, tout le monde n'a pas la même boîte à outils. C'est l'intérêt aussi, je dirais, de la richesse de ces thérapies. Le premier outil sur lequel tout le monde va être d'accord, c'est l'arbre généalogique. Le premier lien à refaire en réécrivant justement toutes les générations, en remettant les liens familiaux et en commençant un petit peu à repérer les schémas récurrents. Par exemple, on peut commencer à faire un arbre et aller voir des séparations déjà un petit peu partout, ou alors des départs, ou alors des décès brutaux. Donc tout ça, ce sont des schémas récurrents. Ensuite, quand on commence un petit peu à creuser l'histoire familiale, on peut découvrir potentiellement des secrets de famille. Alors, moi, ce que j'ai bien précisé avec cette subtilité-là, c'est qu'un secret est en général un secret, donc un secret, un non-dit. Même quand on a l'accès à l'information, je dirais, physique, c'est-à-dire qu'on pourrait aller toquer à la porte de nos grands-parents et leur poser des questions, un secret est un secret. Donc le grand-parent en question n'aura pas forcément non plus envie de dévoiler son secret plusieurs décennies plus tard. Mais l'intérêt, en tout cas, du travail sur soi et de la thérapie en psychogénéalogie, c'est de pouvoir enlever justement de notre code inconscient épigénétique tout ce qui est rattaché à des secrets, à des non-dits récurrents dans les familles. Ce qui est très intéressant aussi et que j'aime bien préciser, c'est que quand on commence un petit peu à enquêter dans notre histoire familiale, chose que chacun peut faire soi-même sans avoir nécessairement d'accompagnement, il faut bien mettre en place ce qu'on appelle l'écoute empathique. L'écoute empathique, ça va vous permettre d'écouter les recueils familiaux, de pouvoir vous mettre à la place de ce qui s'est passé. Et parfois, on commence aussi, justement grâce à ça, à ne plus être dans le jugement, à ne plus être dans la rancœur, puisque finalement, on peut se rendre compte aussi que nos ancêtres, avec tous les torts qu'on peut leur vouer, puisqu'on est humain, on est tous à peu près pareils, on peut aussi se rendre compte de la vie qu'ils avaient avec plus d'empathie et par rapport aux moyens qu'ils avaient à l'époque où ils étaient, on peut se rendre compte aussi qu'on aurait peut-être fait encore pire. Voilà. Quels sont les bénéfices de la psychogénéalogie? Alors, il y a plusieurs bénéfices, bien entendu. Un des premiers, je dirais, c'est la prise de conscience des schémas familiaux. Quand on commence à comprendre, quand on commence à faire des liens en se disant « Ah mais tiens, je répète ça parce qu'il y avait ça, parce que ça aussi ça existait, parce que ça et ça s'est répété », déjà là, on coupe des liens. En fait, naturellement, notre inconscient va nous renvoyer des histoires de vie, va nous confronter en fait à des situations ou à des maladies, parce que ça, c'est aussi toute la partie décodage sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder dans cette vidéo. Ça sera l'objet encore d'autres échanges. L'inconscient nous renvoie des situations de vie, nous renvoie des émotions à partir du moment où on a besoin de prendre conscience. Tout se passe en fait dans notre corps inconscient, puisque celui-ci a toutes les mémoires, a toutes les informations pour pouvoir communiquer avec notre conscience. Donc à partir du moment où Eureka, ça y est, je sais, vous verrez qu'il y a déjà des choses qui se changeront naturellement dans vos schémas, dans vos blocages, dans vos situations de vie. Ce qui est aussi intéressant avec la psychogénéalogie, et c'est quelque chose que j'adore voir, c'est l'amélioration dans les relations familiales.
quand on commence un petit peu à s'intéresser à l'histoire, quand on commence, comme je vous disais, à prendre en compte aussi le fait que son jugement, c'était un temps dur, c'était un manque d'accompagnement, etc., etc., parfois justement, on peut réussir à renouer avec certains liens en redonnant de l'amour aussi à cette famille et à nous libérer nous-mêmes du coup de certains blocages hérités par rapport à ça et donc de symptômes dans le corps. Et enfin, donc, l'intérêt vraiment, c'est de rompre avec tous ces schémas indésirables pour pouvoir justement évoluer et devenir le bel arbre qu'on voyait sur la première page, le plus épanouissant possible. Une dernière chose que je n'ai pas précisée ici, mais qui fait du sens, c'est que tout ce qu'on va pouvoir éliminer, donc tout ce qu'on va pouvoir retravailler, digérer et faire modifier à notre corps, on le fait aussi pour nos descendants, puisque ce que nous, on a réussi à digérer sera digéré pour les générations d'après. Une petite étude de cas, des exemples concrets que j'avais envie de vous partager, avec quelques exemples. Alors, un premier exemple que j'ai voulu reprendre, qui est vraiment un des exemples pionniers dans la psychogénéalogie, c'est la famine qui a eu lieu en 1945 aux Pays-Bas. Alors, je vous ai remis quand même le lien sur mon site parce que j'avais téléchargé sur mon site tout le PDF en fait des relevés scientifiques qui avaient été établis à l'époque, sur lesquels justement la psychogénéalogie s'était basée en se disant mais c'est quand même incroyable de voir ça. Donc sur le site, vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées, mais juste pour vous résumer ici globalement ce qui s'est passé, c'est que pendant l'année 1945, il y a eu une énorme famine aux Pays-Bas. Donc la famine, qu'est-ce qui se passe? On manque de nourriture, on a faim, on devient malade, etc. Donc cette étude, elle a prouvé qu'en fait les petits-enfants des gens qui avaient vécu la famine, donc petits-enfants qui n'avaient pas du tout vécu la famine, n'est-ce pas? Ces petits-enfants-là avaient développé les symptômes en lien avec le manque de nourriture de leurs grands-parents. Donc ça a fait partie justement des premiers éléments de la psychogénéalogie en disant mais c'est quand même incroyable de se dire que justement je suis devenue obèse en compensation avec ce manque de nourriture vécu par mon grand-père par exemple. Et ensuite, je vais vous partager quelques petites histoires personnelles pour vous illustrer justement quelques exemples typiques. Je vous partage mes exemples personnels parce que je pense que c'est quand même assez parlant et surtout, voilà, ça m'évite aussi de diffuser toutes les informations de certains de mes consultants. Donc la première, c'est la génétique par rapport à mon fils. Donc mon fils est né avec une maladie génétique qu'on appelle pas de chance. C'est justement un mauvais brassage de chromosomes au moment de la conception qui faisait qu'il avait du coup une jambe plus grande et plus grande et plus grosse que l'autre. Donc avec plusieurs examens de la génétique, on a parlé d'épigénétique, etc. Donc sachant que les gènes évoluent en fonction de son environnement, c'est de là qu'à l'époque d'ailleurs j'ai voulu m'intéresser à tout ça en me disant mais moi je ne comprends pas comment c'est possible de développer des pathologies en pas de chance, entre guillemets, pas de chance, ça ne me correspond pas. Donc on a creusé l'histoire familiale et en fait on s'est rendu compte qu'il avait, mon fils, un arrière-grand-père dans sa branche qui avait eu un accident dans les années 50 qui lui avait rompu une partie de son talon, de l'arrière de son pied, et en fait, il était devenu boiteux le reste de sa vie. Et donc, le plus grand symptôme de mon fils dans cette épigénétique et dans cette reproduction justement de traumatisme non digéré, c'était d'être boiteux, puisqu'il a une jambe plus grande que l'autre. Donc, le corps a démontré, une émotion qui n'avait pas été digérée par cet ancêtre-là, en essayant justement de guérir en fait cette émotion. C'est-à-dire que tant que l'émotion n'est pas guérie, le corps va le montrer. Ce qui est très intéressant, c'est quand on a fait des premiers examens médicaux pour mon fils, les pronostics n'étaient pas super bons. On estimait, par rapport à sa maladie, qui est quand même une maladie rare mais reconnue, qu'il allait avoir entre 10 et 12 cm d'écart de longueur de jambe à l'adolescence et qu'il aurait fallu après opérer, etc. Eh bien, en travaillant entre-temps sur la psychogénéalogie, en travaillant sur la mémoire de cet ancêtre, par différentes manières, ça je vais y revenir, on a refait des contrôles quelques années plus tard et la bonne nouvelle est tombée, l'écart avait été presque résorbé et donc les pronostics en fait justement annoncent qu'il n'y aura plus d'allongement d'écart, donc on garde un petit écart mais 1 à 2 cm. Ça, entre 1 et 2 cm jusqu'à 10 cm, c'est énorme. Donc tout ça pour vous expliquer à quel point la psychogénéalogie a œuvré. Ensuite, une deuxième histoire personnelle, ce sont mes allergies alimentaires à moi. Donc c'est une histoire qui est assez percutante, je trouve, qui m'a
beaucoup secouée à l'époque. Donc, enceinte de mon premier enfant, j'ai développé des allergies alimentaires aux fruits. Ce qui était intéressant au niveau de l'amalgame, c'était que j'étais en train de créer mon propre fruit, le fruit de mon arbre, et j'ai développé des allergies. Donc, je ne vais pas vous faire ici tout un cours sur les allergies parce qu'on n'aura pas assez le temps. Mais globalement, les allergies, c'est quoi? C'est quand mon corps estime qu'il y a un danger par rapport à cette substance et donc l'attaque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attaqué le fruit cru. Donc, en psychogénéalogie, on l'a retravaillé et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que j'avais une arrière-grand-mère qui avait du coup eu une grossesse forcée. Alors, viol ou pas viol, en tout cas, une grossesse non désirée. D'ailleurs, avec le prénom de sa fille qui en disait long, parce qu'on a tout un code aussi dans les prénoms. Le prénom de sa fille qui était Denise. Donc, Denise, c'est les dénis. Donc, il y avait vraiment justement quelque chose de bloquant, de dérangeant, pardon. Et donc, mon corps à moi avait une résonance avec cette mémoire de cette arrière-grand-mère-là pour dire attention, grossesse égale danger et le fruit de mon arbre égale danger. Eh bien, en travaillant là-dessus avec différentes méthodes, j'arrive maintenant à remanger des fruits. Alors que quand même, je ne pouvais même plus toucher une pomme puisque ça commençait à me faire des plaques. J'avais l'impression d'être sous un arbre à pollen, de m'étouffer, de finir à la douche quand je cuisinais une compote pour mon fils. Chose qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout et j'arrive à remanger une pomme entière. Alors, tout n'a pas disparu, ça c'est aussi une chose importante. Tout ne disparaît pas toujours avec les moyens de libération. Tout dépend après aussi du schéma et de ce qu'on a à vivre aussi sur cette terre. Ça, c'est encore un autre sujet. Ensuite, un autre exemple assez rapide, avec une de mes amies, on travaillait aussi en psychogénéalogie, donc je l'aidais à comprendre un petit peu des schémas. Et elle avait, depuis une dizaine d'années, des réactions au froid. Dès qu'elle était au contact du froid, de l'air ou de l'eau, elle avait des plaques, en fait, sur tout le corps. Et donc, on a cherché en psychogénéalogie avec plusieurs outils. Et là, on a utilisé des outils très énergétiques pour pouvoir remonter à l'information. Et donc, on avait eu une ancêtre qui était tombée dans un puits à une 8e génération. Et c'était même pas son ancêtre direct, c'était la sœur d'un de ses ancêtres. Et donc, elle avait justement, malheureusement, fini sa vie dans ce puits-là, dans le froid, dans l'humidité. Et donc, on a fait une libération et cette amie n'a plus du tout de réaction. Même en mettant des blocs de glace sur la peau, elle n'a plus du tout de boursouflure, alors qu'elle devait aller jusqu'à se mettre des combinaisons thermiques quand elle allait faire du sport dans un gymnase, parce que justement, c'était quelque chose qui était assez prononcé. Et enfin, un autre exemple, c'est pour ça que je vous ai choisi quelques exemples un peu différents. J'ai une consultante qui était venue me voir en me disant qu'elle se sentait mal dans son travail. Elle travaillait dans le domaine de la santé en étant aide-soignante. Elle se sentait mal dans son travail, mais elle n'arrivait pas à le quitter. Donc, il y a toute une vidéo aussi qui existe, que je vous ai postée aussi sur les réseaux, qui est le projet Sens, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans ma vie a un sens qui répond à un projet initial. Elle était aide-soignante, ça c'était le sens, pour répondre à un projet initial. En cherchant, on a trouvé qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient ce qu'on appelle mal soignées, mal mortes dans son arbre. C'est-à-dire des gens pour lesquels on n'avait pas réussi à les soigner à temps. Il y avait des drames d'ailleurs par rapport à des hôpitaux qui avaient mal pris en charge les personnes et qui en étaient décédées. Donc des gros traumas. Et donc finalement, on a réussi à mettre en lumière ces situations-là en disant, mais finalement, maintenant, je sais pourquoi je fais ce métier-là. J'avais besoin de sauver ces personnes qui avaient été mal soignées, qui étaient mal mortes. Et une fois que la conscience a fait le lien avec l'inconscient, les choses se débloquent. Et donc cette personne-là réussit justement à se défaire de son travail sans plus aucun blocage. Donc, c'est des petites situations complètement différentes que je voulais vous partager, que ce soit médical avec la famine, que ce soit médical génétique avec l'histoire de mon fils, que ce soit moi avec mes allergies alimentaires, les sujets de la peau avec une amie, ou alors un sujet de situation de vie avec le secteur professionnel de ma consultante. Donc, en résumé, la psychogénéalogie, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment une fenêtre fascinante. On pourrait le travailler sans fond, aller toujours récupérer des informations, aller voir à quel point ça vient nous irriguer ou ça vient justement nous bloquer. Pourquoi je fais ce métier-là? Pourquoi je bloque dans cette situation-là? Pourquoi je réagis ainsi? Rappelons-nous aussi toujours de ça. On a toujours quelqu'un qui va nous appuyer là où on a déjà mal. Si je vous serre la main, je vous serre la main pour vous dire bonjour. Mais si vous venez de vous casser le poignet, je ne peux pas le voir en vous serrant la main. Ben, je vous appuie et je vous fais très mal. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment toujours ça, de se dire, mais pourquoi ça me fait réagir? Quelle est ma blessure profonde derrière ça?
Et elle n'est pas toujours seulement à nous, elle est en général souvent aussi héritée du transgénérationnel. Je profite du coup pour faire la transition entre la psychogénéalogie et le transgénérationnel. Donc globalement, la psychogénéalogie, on va aller travailler vraiment sur le conscient, c'est-à-dire reprendre tous les événements de vie, toutes les dates, tous les schémas récurrents, tout ce qui s'est passé dans un arbre. Le transgénérationnel, on va en plus travailler sur l'inconscient, donc tout ce qui a été justement inachevé, mal digéré, émotionnellement présent et perpétué. Donc moi, j'utilise les deux approches cumulées parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Donc enfin, quel est l'intérêt de la psychogénéalogie? C'est vraiment de vous comprendre. Quand vous allez vous dire ah mais maintenant je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi je réagis comme ça. C'est vraiment aussi l'évolution personnelle, le développement personnel et la connaissance de soi pour prendre son identité. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un clan, ça ferait l'objet aussi encore d'une autre vidéo. On ferait partie d'un clan. Vous avez un article sur mon site aussi qui parle de ça, du clan familial. Qui veut vraiment justement encourager à se défaire du clan, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir prendre son identité propre en se détachant justement de ses projections familiales aussi et de ses héritages émotionnels. Merci pour votre écoute. J'étais ravie de pouvoir vous présenter cette psychogénéalogie. Je mets à disposition du coup de temps en temps d'autres types de ressources, donc n'hésitez pas à partager vos expériences. Vous pouvez me contacter soit par email, soit sur mon site, soit par WhatsApp, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Voilà, j'essaye vraiment d'alimenter. Mon intérêt à moi, c'est de pouvoir partager le plus d'informations possible pour que ça sème justement des graines dans chacun d'entre vous, que vous ayez envie après de travailler vraiment directement en faisant quelques séances. En général, on peut travailler entre 3 et 5 séances pour vraiment aller au cœur de ce qui nous impacte. On peut travailler ça aussi en visio, ça fonctionne très bien. Et en tout cas, voilà, j'aime bien alimenter les discussions, donc n'hésitez pas à discuter si c'est quelque chose qui vous interpelle. S'il y a un sujet sur lequel vous n'avez pas compris, c'est l'occasion aussi peut-être pour moi de faire une autre vidéo pour d'autres personnes qui étaient dans la même situation. Et si vous avez envie aussi de partager des expériences, c'est avec grand plaisir. À bientôt!